Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 2 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40 avec notamment les problèmes politiques qu'on a en France et sur le gouvernement. On fera un petit point sur les grosses variations et puis on va commencer avec l'agenda de la semaine et les chiffres économiques et les résultats des entreprises qui vont arriver cette semaine. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC finalement qui fait pas grand chose. On a eu toujours le problème politique en France, c'est-à-dire qu'on a le projet de loi de finances qui va probablement être censuré, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait sauter. Pourquoi le gouvernement ne veut pas faire trop de concessions? Parce qu'il veut éviter un déficit trop important. De l'autre côté, on a les autres partis qui veulent plus de dépenses. Et donc, on a un État français qui commence à avoir une note et surtout des emprunts qui vont coûter de plus en plus cher, hein. On est quasiment au niveau de la Grèce en termes de taux sur les obligations. Donc ça commence à poser un problème et encore plus si on a cette censure du gouvernement, si les différents partis ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Ça va pénaliser évidemment les entreprises françaises. Alors sur le CAC, oui et non, parce que bien sûr français, mais on a quand même une grande partie qui est à l'international, puisque c'est les plus grandes valeurs françaises. Donc il y aura une partie de l'économie française qui sera affectée, mais pas la totalité. On le voit au niveau technique. On est revenu tester à nouveau la résistance à 7281, la moyenne à 20 jours sur ces mêmes niveaux. Finalement, on fait rien, hein. On revient sur le... Alors, on avait fait une belle journée, et puis on était un peu monté. Et puis à 15 heures, un peu après 15 heures, quand on a appris que le gouvernement passait en 49.3, on a un peu tout reperdu, et puis finalement, on regagne un petit peu. Mais comme depuis 10 jours, on est toujours sur ces niveaux-là qui sont rachetés. Et il n'y a plus tellement de vendeurs parce qu'on a déjà énormément décoté depuis des mois et que les valorisations sur les entreprises françaises commencent à être déjà un peu faibles et même avec les problèmes qu'on a qui, je pense, sont déjà pricés dans le coup, hein. L'incertitude politique, elle date depuis la dissolution. Ça commence à faire un moment maintenant. Donc, pour moi, ces problèmes politiques sont déjà dans le cours du CAC 40. Le rebond sur support à 7083. Et surtout, évidemment, les valeurs les plus marquées par cette crise, c'est surtout les bancaires françaises notamment, qui avaient déjà un retard par rapport aux américaines et qui vont être encore un peu plus pénalisées. On va voir les actions un peu après. On va commencer par les chiffres macro en cette semaine. Aujourd'hui, on a eu les chiffres sur les PMI, donc ça permet notamment de mesurer la santé économique sur le manufacturier en Chine. Et on est revenu plutôt positif, hein. On était à 50,3 le mois dernier, on est à 51,5, donc on voit une amélioration sur le manufacturier en Chine. C'est les chiffres qu'on attendait de reprise un peu post-plan chinois. Et on commence déjà peut-être à voir, hein, alors est-ce que c'est déjà le plan de relance chinois ou c'était déjà des mesures prises bien avant qui ont cet impact-là, mais on voit déjà certaine force sur le marché chinois, donc, et plutôt une bonne nouvelle. Au niveau européen, par contre, c'est mauvais, hein. Alors, sauf l'Espagne qui est au-dessus des 50 à 53, mais qui descend elle aussi, parce qu'elle était à plus de 54 le mois dernier. On est autour de 43, 44 en Italie, France, Allemagne, et à 45 en Europe, donc, et ça baisse. Donc plutôt mauvais sur le PMI manufacturier en Europe. Et aux États-Unis, c'est un peu mieux. On était à 48,5 le mois dernier, on visait 48,8 et on fait 49,7. On est presque à l'équilibre sur les manufacturiers et on sait que le manufacturier est toujours un peu moins bon que les services, notamment sur les deux blocs Europe-USA, donc plutôt correct. Et l'ISM revient à 48,4. Donc là aussi sur les États-Unis, toujours privilégié, ce marché toujours plutôt résilient, plus fort que les autres et avec toujours l'effet un peu Trump. Ces prochaines semaines risquent d'être toujours plutôt intéressantes sur les US. Demain, on aura le rapport Jolt sur l'emploi à 16 h aux États-Unis.
Mercredi, on aura les PMI services, donc pareil hein, qu'aujourd'hui sur le manufacturier, mais là ce sera sur les services. On ne s'attend pas à des miracles non plus. A priori, il n'y aura pas de bonnes nouvelles, notamment en Europe. On aura ensuite à 14h15 hein, création d'emplois non agricoles aux États-Unis, PMI services également, hein, 15h45, et stock de pétrole brut et un discours de Powell à 19h45. Jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, toujours aux États-Unis. Et puis peut-être à regarder PMI construction, notamment hein, pour l'Europe, Italie, Allemagne, France, Europe, Grande-Bretagne. Ça peut être intéressant aussi pour voir peut-être la relance de la construction, euh, dont on a déjà vu quelques signes, qui pourraient être confirmés aussi par la Chine. Alors on n'a pas les chiffres sur la Chine, hein, mais on aura un début de retour sur l'Europe. Ça pourrait être intéressant aussi, et puis de voir les actions en relation avec. Hein. Et vendredi, 14h30, salaire horaire moyen, ça aussi c'est important, notamment pour la Fed et la baisse des taux. Hein, toujours plutôt fort, parce qu'on était à plus 0,4% le mois dernier aux États-Unis. Donc toujours un salaire qui monte et donc une inflation qui reste importante aux USA. Création d'emplois non agricoles et chômage à 14h30. Et enfin, samedi, import-export en Chine, éventuellement, ça pourrait être intéressant de voir comment la Chine arrive à redynamiser son économie. Au niveau des résultats d'entreprise, aujourd'hui, on a Katana, Rheinmetall. Demain, on aura notamment Compagnie des Alpes, Medincell et Harmony Gold hein, sur les minières or. Donc là aussi, on a vu que les minières ont eu du mal à s'aligner sur le cours de l'or. Est-ce que les résultats d'une grosse minière comme Harmony va peut-être un peu relancer les choses? Mercredi, Pierre et Vacances, Wavestone et GameStop. Hein, GameStop qui revient bien avec son plan un peu pour dégraisser et puis éviter trop de dépenses. Jeudi, De Richebourg, LDLC, Orubis, Broadcom et DocuSign notamment. Donc c'est non exhaustif, hein, je vous ai mis celles qu'on suit régulièrement et puis les plus importantes. Et au niveau du dividende, on a aujourd'hui LVMH et Dior, hein, 5,50 € de dividendes. Donc il fallait les avoir vendredi. Et demain, on aura Thales 85 centimes et Orange à 30 centimes notamment. Alors, on va regarder les grosses variations. Et alors oui, il y a aussi eu Stellantis parce que Carlos Tavares a démissionné. Donc quand on a un patron comme ça qui s'en va, au niveau de la gouvernance, ça crée un peu d'incertitude. Ça, c'était déjà dans une période assez mauvaise. Il y a aussi des fermetures d'usines hein, de Stellantis. Je crois que c'est au Royaume-Uni. Ils ont fermé une usine récemment. Le marché américain aussi est pas terrible. Hein. On sait qu'ils construisent beaucoup aux États-Unis. Et donc, depuis, ça fait un moment hein, qu'on le dit à Stellantis, notamment depuis ici, le gap du mois de juillet. Alors, on était même un peu prudent au mois de juin. Mais le mois de juillet, ça a un peu tout confirmé. C'est catastrophique et donc on n'y arrive pas. Et en plus, l'État aujourd'hui, alors chose surprenante aussi, confirme un peu la baisse de l'aide sur les véhicules électriques et hybrides. Donc d'un côté, on a un État qui essaye de dépenser de l'énergie et de l'argent pour la transition énergétique, et de l'autre, il fait pas l'effort pour pousser les gens à acheter des véhicules électriques et hybrides. Donc les gens vont continuer d'acheter des véhicules thermiques. Donc d'un côté, on a la main droite qui fait quelque chose, la main gauche qui fait l'inverse. C'est pas terrible. Et pour Stellantis, donc c'est ce double effet un peu, on est toujours très négatif. Les grands gagnants, ce sera certainement, hein, comme d'habitude, les véhicules électriques chinois qui me semblent intéressants. Et on voit un certain rebond, notamment hein, sur BYD aujourd'hui, notamment. Ils vont évidemment profiter de cette erreur stratégique sur beaucoup de constructeurs auto européens et français notamment. Renault s'en sort un peu moins bien, alors ils sont à moins 2%. Il y a eu un partenariat d'un acteur chinois, je crois, dans la catégorie justement électrique de Renault. Donc ça, ce sera à suivre éventuellement, mais c'est plutôt intéressant, je pense, et Renault toujours. Alors, c'est pas fameux hein, ce que nous montre Renault et le graphe, mais ça résiste par rapport à d'autres. Et on tient toujours plutôt les 39,50. Alors, on le voit encore en améché en dessous, mais on arrive à
à le tenir. Donc pour l'instant, c'est correct. Faudrait pas que ça chute fortement. Mais, euh, mais toujours plutôt privilégier les Chinois, je pense. Et puis les bancaires, on a parlé, Société Générale à -2. BNP qui fait -1,2. Et elle est où la troisième? Crédit Agricole, elle fait -0,8. Donc les trois bancaires dans le rouge, forcément, avec les problèmes politiques, hein, c'est souvent les bancaires qui sont en première ligne. Et donc la dette, toujours, avec des conditions de financement pour l'État, pour les banques françaises, de plus en plus compliquées, parce qu'on a une dette énorme et qu'on n'arrive pas à la baisser, parce que le projet de loi de finances a du mal à être finalisé. Donc on a toujours cette dette qui va être importante, et donc des taux de financement très élevés, parce que la France fait pas les efforts financiers. Au contraire, ce qui fonctionne bien, c'est plutôt le luxe, on le voit avec Hermès. Moi, je suis toujours sur Hermès, hein, et forcément, avec une Chine qui repart un peu, avec Hermès qui est plutôt axé sur le luxe, donc une clientèle qui est plus amenée à toujours dépenser, même dans des périodes de crise, et la capacité aussi à avoir des secteurs géographiques plutôt diversifiés, et pas forcément sur la France, hein. On le sait, Hermès, ils sont un peu partout, notamment en Chine, mais aussi aux États-Unis. Ça aide. Forcément, les flux ils vont se reporter sur ces valeurs-là, qui ont plus de visibilité, qui avaient déjà énormément décoté. Donc voilà, Hermès, plus 4,7. On revient sur la moyenne à 200. Alors, on a fait plusieurs échecs, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de voir ce qui se passe après les échecs, notamment ici, hein, du fin octobre et début novembre. On ne rend pas tellement. On garde le gap. On en crée même un petit deuxième ici pour 1 euro. Alors, on va le laisser, mais il existe. Et surtout, c'est un peu un phénomène d'accumulation ici, dans une tendance qui demande qu'à repartir, je pense, pour moi, hein. C'est pour ça que, notamment, que j'étais rentré il y a quelques semaines sur le luxe, et surtout sur Hermès qui surperforme le luxe. On le voit, alors LVMH aussi, hein, première pondération du CAC, +3, avec cette réaction sur support. Pour LVMH, on avait dit, hein, il y aurait probablement pas mal de temps, probablement 2025, pour repartir, mais elle est en train de confirmer, hein, peut-être l'arrêt de sa chute et la fin d'hémorragie, pour commencer un retournement. Alors c'est encore alors il y a eu un dividende, il faut que je recadre un peu, mais là aussi on est plutôt favorable. Alors pour une fin de chute sur Hermès et L'Oréal. L'Oréal, c'est pareil, hein, le rebond ici sur les 320. C'était le plus bas ici de décembre 2022, donc 2 ans plus tard, on y revient. On le voit sur certaines du luxe quand même, ces graphes font un peu plus peur, mais on sent qu'il y a quand même potentiellement la fin de la baisse sur beaucoup de secteurs, et la reprise qui va s'amorcer déjà sur les ventes et les volumes, et puis aussi d'une part pour la décote qu'on a eue, parce que on a perdu ici, on le voit, 30%. Ça semble un peu excessif. Et on va voir, hop, je voulais voir aussi les matières premières. Alors pas de gros changements sur le pétrole. Toujours, hein, autour des 70, 71, donc rien de nouveau. Un peu dans la dynamique demande et pétrole. On surveille toujours. Moi j'aime bien le palladium, parce que là, pour moi, c'est le moment d'investir. Pourquoi? Parce qu'on a eu, on le voit, cette grande phase de baisse, ce support ici autour des 880. On a eu pas mal d'échecs sous la moyenne à 200. On l'a frôlé ici, on l'a dépassé avec des mèches, et puis là, on l'a dépassé, et puis on met un rebond technique sur les 1280. Donc on a le début d'amorcement d'un retournement. Après le gros breakout, on a le pullback sur moyenne à 200, ça revient. Et puis la perte de volatilité, c'est-à-dire la congestion qu'on attendait, qui est en train de se matérialiser ici. Donc, très grande baisse de plusieurs années.
support, breakout, pullback, congestion, et puis après, ben, normalement, on sort et puis on continue le retournement long terme, hein, sur le palladium, qui est assez corrélé avec le marché auto, mais là aussi, qui a tellement baissé, il y avait plus de demande. Mais on le voit, hein, au niveau des volumes, notamment, c'est en train de repartir et la demande va forcément créer encore un appel de prix vers le haut sur le palladium. Donc, toujours plutôt largement favorable. Puis un petit point sur l'or. Pour moi, c'est toujours haussier. Alors, à court terme, il n'y a pas grand-chose, hein. On est plutôt neutre, mais à moyen terme, on le voit. La tendance elle est là et puis on a réagi assez fortement parce que on est passé, hein, d'un plus haut à 2790. On n'est même pas revenu encore sur la moyenne à 200. Alors ça veut pas dire qu'on va pas y aller ces prochaines semaines, mais bah, la force de la vente est pas si importante que ça sur l'or. Il y a toujours beaucoup d'achats, hein, de la part des États, hein. On a perdu 8% alors qu'on n'arrête pas de monter, hein. Et puis déjà, on commence à rebondir. Alors là aussi, il va nous falloir du temps, un peu de construction, mais ce qu'on voit, c'est surtout la force du rebond, la force de ne pas trop perdre, et donc la tendance qui est toujours plutôt haussière sur l'or. Et puis oui, alors parmi les américaines, ouais, il y en a eu une grosse, hein, sur laquelle je suis depuis un moment, c'est notamment Amazon et qui continue de performer. Amazon, parmi les 7 magnifiques, pour moi, alors il y en a deux, hein, mais c'est la plus intéressante, je pense. Alors, 3 avec Tesla, qui est quand même quelque chose de spécial avec Trump, mais bon, on va la mettre entre parenthèses. Mais surtout, oui, sur les fondamentaux et la visibilité. Amazon, elle a un business model énorme, déjà par les ventes. Et puis avec AWS, hein, notamment l'IA et la tech, bah, ça met Amazon un peu en termes de leader sur ce secteur-là. Et on est toujours largement favorable sur cette valeur, qui nous fait un petit gap haussier là depuis le 31 octobre, hein, entre 31 octobre et 1er novembre, et qui confirme, parce que derrière on n'est pas revenu le combler. Ce gap là il n'existe plus, on l'a comblé aujourd'hui. Donc on suit toujours la tendance haussière sur Amazon, et les chiffres sont toujours plutôt excellents. Donc rester ou acheter même maintenant, parce que le but c'est pas de le vendre dans un mois ou deux, donc plutôt toujours largement favorable, hein. Puis même s'il y a des replis, plutôt à acheter sur Amazon. Un petit point sur une valeur chinoise dont on parle quand même souvent, c'est Alibaba. La Chine, avec le plan de relance, ça explose, breakout, pullback, on vend, on prend les bénéfices, on attend, et puis finalement, bah, ce qu'on attend, ça devrait repartir probablement très fortement, très prochainement. Donc c'est ça, voir un peu ce que fait la Chine. On va revoir les indices vite fait. Le CSI 300, voilà, avec l'annonce de la Chine, hein, breakout, pullback, et puis là on est en train d'accumuler. Pour repartir, c'est encore plus marquant sur le Dow Jones Shanghai. Alors là, il n'y a pas le graphe d'aujourd'hui, mais bon, sur celui d'hier, on voit le breakout et le pullback qui a été beaucoup plus faible sur le Dow Jones Shanghai. Donc beaucoup de valeurs quand même chinoises sont reparties à la hausse et n'ont pas pris énormément de... Il n'y a pas eu de grosse prise de bénéfices après la hausse de l'annonce du plan de chinois. Donc toujours plutôt largement favorable, mais on attend le petit top départ, notamment sur Alibaba, qui pourrait intervenir bientôt, parce qu'on voit, hein, qu'on a, après la grosse hausse, on a rendu quasiment tout, mais on revient sur des niveaux clés, à savoir la moyenne à 200. Et puis au niveau des indicateurs aussi, c'est intéressant, parce qu'on a fait ces étapes, à savoir revenir sur les zéros, aller en négatif, attendre l'inversion de tendance, qui arrivera probablement demain, si on a une belle journée, les histo verts, et donc le début d'une confirmation d'un retournement haussier sur Alibaba. Donc peut-être une grosse journée, des gros volumes, un gros chandelier qui donne le top départ pour rentrer. Et je voulais parler aussi de Technip Energies qu'il faudrait surveiller, parce que c'est plutôt intéressant aussi ce qu'ils sont en train de faire dernièrement. Et que techniquement, on a aussi enfin cassé les 24, hein, ces derniers jours, en allant mettre un plus haut à 25,78. Derrière, forcément, prise de bénéfice.
Mais on se retrouve ici sur un niveau plutôt neutre où il ne se passe pas grand-chose, hein, les 22, qui pourrait être intéressant d'acheter. Ce qui est bien aussi, c'est les volumes. On le voit, quelques pics de volume avec le gap haussier, notamment du 31 octobre. D'autres volumes là, surtout à la vente, mais on voit aussi que c'est racheté hein, dès qu'on vient retaper les 22, 22,5. Donc plutôt à surveiller aussi dans le secteur énergétique, Technip Énergie. Puis on avait une valeur abonnée. On va faire rapidement. Atos, on l'a dit, hein, c'est survalorisé, ça va encore baisser. Alors il y aura peut-être encore des mouvements assez erratiques avec beaucoup de volatilité, mais la valorisation d'Atos, elle se situe beaucoup plus bas. Donc attention, hein, pour moi c'est trop tard. Dès qu'on a été touché ici les 1,2 et la spéculation, ça devrait repartir fortement vers le bas. Bloc INC. C'est pas mal parce qu'il y avait cette grosse zone des 85, voire un peu plus. On le voit, on avait du mal à la passer. On l'a passé que quelques jours. Et là, on a enfin réussi. Et c'est peut-être la bonne. Pourquoi? Alors, des volumes plutôt intéressants et qui durent par rapport aux dernières tentatives où ça durait peut-être que 1, 2 ou 3 jours. Là, on voit qu'il y a des volumes plutôt constants, notamment avant. Donc, et on a eu cette longue période aussi de tentatives et d'échecs. Donc, plutôt favorable sur blockchain sur bloc INC pour aller chercher peut-être les 137 ou les 149 à moyen terme. Ou alors attendre un retest hein, de cette zone-là qui peut arriver prochainement, mais qui devrait repartir vers le haut. Voilà, BNP on l'a fait. Casino Guichard on en avait parlé, hein, c'était moyen quand même. Hein. La hausse c'était un peu surprenante. Je pense qu'il faut attendre encore plus de temps sur Casino. Malgré l'arrivée de Daniel Kretinsky qui fait plutôt des bonnes choses d'habitude. La N-Tech, il n'y a pas grand chose à faire, il faut toujours attendre. Là, attention avec les volumes à la baisse ici, hein, sous les 5,30 c'est pas terrible. Calray, c'est pareil. J'ai pas vu hein, ce qui avait fait une telle hausse. Je sais pas s'ils ont émis des nouvelles actions ou pas, parce que là, les volumes sont assez impressionnants. Ouais, j'ai pas de nouvelles de Calray. Siemens toujours haussier, hein, depuis la cassure ici des 27,9. Il n'y a rien à faire à part à rester. Et Steph, attention sur Steph, parce que là, on vient de casser. Donc si on n'a pas de réaction demain, potentiellement on a le scénario baissier sur Steph qui va se mettre en place. Et on surveillera éventuellement hein, cette oblique. Parce que là on est... Hop, on l'avait vu avec la mèche haute qui était plutôt négative. Et puis là on a la confirmation avec la cassure de moyenne à 200, cassure du support à 129. Donc... plutôt inquiétant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'ai oublié une valeur que dont je voulais parler. On finit avec Worldline. Alors, il y a eu des rumeurs pas confirmées, mais sur une banque. Alors, je crois que c'est Bain Capital qui voudrait rentrer au capital justement et acheter une partie ou une grosse partie de Worldline. Donc, ça a fait un peu exploser le titre. On a gagné, on le voit, plus de 14% dans la journée. On est même monté à presque 22%. Donc éventuellement, il y a quelque chose de spéculatif à jouer ces prochains jours sur Worldline. Si ça se fait, pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et les questions, si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.